Kenny Blanche au Burundi. Donc, nous avons comme no Greening Burundi Together au Burundi. Mais nous sommes nouveaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Visible, de nous avoir rejoints. Et bien sûr, ça sera une session très intéressante. Et j'espère qu'après, sur YouTube, beaucoup pourront le suivre encore. Et bon, sans trop tarder, j'aimerais commencer par vous, Monsieur Kalonji, Guillaume, et de nous parler un peu de l'écocide. En fait, je pense que c'est encore un terme qui est très nouveau, surtout pour les jeunes. Même il y a des jeunes activistes, mais qui ne comprennent pas vraiment ce mot. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi l'écocide, c'est quoi l'intérêt et qu'est-ce qui apporte vraiment à la jeunesse de connaître et de s'impliquer plus contre l'écocide. Merci beaucoup. Non, non, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Je disais merci beaucoup, Madame Abikaïla, et merci à tous les autres participants. C'est pour moi un plaisir de pouvoir échanger avec vous, en tout cas, pas en tant qu'expert, mais en tant que camarade et collègue dans la lutte contre la dégradation des écosystèmes. Et pour commencer, j'aimerais signaler que le mot écocide, c'est la combinaison de deux mots, un peu comme insecticide, un peu comme génocide, où nous avons insectes et puis cide à la fin. En d'autres termes, écocide, c'est l'ensemble des activités qui concourent à la destruction massive des écosystèmes. Pour mieux comprendre, je vais parler en utilisant des exemples. Nous savons que pour faire voyager le pétrole depuis le détroit d'Ormuz jusque chez nous en Afrique, au Burundi, au Congo, je ne sais pas, en Tanzanie, on utilise les grands navires, les grands bateaux. Et il peut arriver qu'un bateau puisse connaître un accident, soit ça s'étroue, et que le pétrole commence à se déverser sur l'océan. En français, on parle de marée noire. Mais déjà, la pollution à cette échelle-là de marée noire est qualifiée d'écocide. Un autre exemple, c'est lorsque les Occidentaux viennent dans nos forêts africaines pour couper et après remplacer par la plantation de céréales, par exemple. Ça, c'est à l'échelle industrielle. Ils peuvent venir pour couper 100 hectares, 200 hectares. Ça aussi, c'est déjà au niveau des écocides. Prenons aussi les cas de feu de brousse. Vous avez un individu ou une entreprise qui veut exploiter dans une forêt et du coup, il procède par le feu de brousse qui vont ravager des hectares de forêt. Ça aussi, c'est déjà à l'échelle de l'écocide. À ne pas confondre avec les autres destructions de l'environnement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui boit de l'eau en utilisant une bouteille en plastique et puis après, il va jeter cette bouteille en plastique dans la rue. Ça, ce n'est pas l'écocide. C'est une destruction de l'environnement, mais ça n'atteint pas l'échelle de l'écocide. L'écocide, ce sont des destructions qui sont tellement massives, qui sont tellement durables et qui dérangent les écosystèmes. Voilà un peu la petite introduction sur le terme écocide. Merci beaucoup, Kalonji. Je comprends que c'est l'écocide parce qu'il y a vraiment une destruction massive. Donc, je ne verrai pas un jeune qui jette un simple plastique dans la rue et qualifier cela d'un écocide. Écocide, donc, c'est encore très big. Mais ma question est celle-ci.
Pour vraiment en jeune. Donc, il n'y a pas vraiment est possible pour un jeune comme moi, peut-être notre jeune lambda. Est-ce que c'est possible que lui commette un écocide? Parce que nous, nos actes sont vraiment limités. C'est, comme tu l'as dit, des petites actions comme jeter des plastiques dans la rue, comme bon, des petites actions comme ça. Donc, ça n'était pas vraiment au niveau global ou au niveau national. Donc, ma question est celle-là. Est-ce que un jeune lambda peut commettre un crime contre l'environnement? La réponse directe, c'est oui. Mais pour me faire comprendre, je vais expliquer. Sorry. Pour me faire comprendre, je vais expliquer. Les acteurs de crimes d'écocide ne sont pas seulement les entreprises, mais aussi des individus. Et ces individus-là peuvent être des jeunes comme vous et moi, mais aussi des riches de ce monde qui ont des activités avec des grands impacts sur les écosystèmes. Ça peut aussi être des entreprises. À l'échelle individuelle, quelqu'un peut être mal intentionné avec une seule tige d'allumettes et mettre le feu sur une grande forêt. Et à ce niveau-là, c'est un peu plus grave parce que très difficile à détecter la personne qui a causé les dégâts. Toujours à l'échelle individuelle, nous savons que dans des sites miniers, il y a parfois des endroits où on transforme les minerais sur place et on utilise des produits chimiques. Et puis après, les déchets qui sont toxiques et pour l'humain et pour la nature sont stockés dans des bassins, dans des grands bassins quelque part dans la nature. Et puis quelqu'un qui est mal intentionné peut aller juste détruire ces bassins-là. Et puis les eaux contenant des substances chimiques toxiques peuvent se retrouver en train de couler sur les plantations, sur les cours d'eau. À ce niveau-là aussi, l'individu qui a détruit le bassin a commis l'écocide. Prenons aussi le cas d'un individu, capitaine d'un navire, qui est chargé d'acheminer le pétrole du détroit d'Ormuz pour le Burundi. Mais quelque part dans l'océan, l'individu décide d'aller cogner le navire sur une glace, comment on appelle ça, sur l'iceberg, comme à l'histoire des Titanic, et que le navire se perce, et puis après, le pétrole se déverse sur l'océan. Dans ces cas-là aussi, c'est l'individu qui a causé l'écocide. L'individu peut avoir n'importe quel âge. Et donc, ça ne dépend pas vraiment de l'âge pour dire si l'individu est mineur, adulte ou majeur ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus au niveau de l'acte que la personne a causé et l'échelle de dégradation. Merci beaucoup, Monsieur Kalonji. Vos réponses ont été très claires pour moi. Et là, je veux m'adresser à Monsieur Eli Bilinganini, lui qui est aussi un défenseur des droits de l'environnement. Et je pense que il a fait des études juridiques, j'imagine. C'est vrai? C'est vrai, Monsieur Bilinganini. Il est là? Oui, madame, je suis là. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Et donc, j'avais une question pour vous. Est-ce que existe-t-il aujourd'hui en Afrique des cadres juridiques ou des mécanismes de protection liés, je dirais, à l'environnement? Je, je me retiens d'utiliser encore ce terme écocide. Est-ce que vraiment existe-t-il aujourd'hui en Afrique des cadres juridiques ou des mécanismes de protection liés à l'environnement? Et quelles réformes ou évolutions seraient nécessaires pour permettre
aux pays africains, aux pays comme le Congo et le Burundi de mieux faire face aux crises environnementales? Merci. Voilà, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment pour moi un grand plaisir de prendre part à ces webinaires. S'agissant de la question, à savoir est-ce qu'il existe en Afrique un cadre juridique qui consacre l'écocide comme un crime. Je rappelle que d'abord, c'est là où, c'est en fait, c'est la question de l'écosystème. Guillaume a défini c'est quoi l'écocide, mais ça fait un débat ces derniers temps. Ça fait un débat de manière claire. Je vais dire que jusqu'à présent, il n'existait pas vraiment un cadre juridique approprié qui reconnaît explicitement l'écocide comme étant un crime international. Mais cependant, les États ont essayé un peu de reconnaître quand même à chaque citoyen à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples le droit à un environnement sain. Et à travers cette reconnaissance, les individus qui sont lésés d'une manière ou d'une autre par la destruction des écosystèmes, parce que c'est la cause des conséquences directes aux populations riveraines, c'est-à-dire aux populations qui vivent autour de ces endroits où l'on exploite les terrains et où les écosystèmes sont détruits. Alors, dans ce sens, le peuple ou la population se sentant lésés, ils peuvent toutefois saisir les instances concernées pour réclamer réparation et j'en passe. Mais vraiment, jusque-là, c'est là le débat, c'est là où, d'ailleurs, c'est là où je loue même cet espace parce que ça nous donne quand même des espaces de réflexion. Mais je pense que jusque-là, il n'y a pas vraiment un cadre juridique qui reconnaît de manière explicite les crimes d'écocide. Cependant, je pense que c'est vraiment une question intéressante si, dis-moi, dans la charte, bien sûrement, dans les statuts des Roms, si l'on pourrait ajouter l'écocide comme un 5e crime international à côté des autres crimes, notamment les crimes des guerres, les crimes des génocides et j'en passe, ça serait vraiment une meilleure chose et cela peut-être pourrait quand même protéger, si je peux le dire de cette façon, les écosystèmes et tout cela dépend de notre survie parce que la destruction des écosystèmes engendre plusieurs conséquences sur la population, sur l'économie des États et j'en passe, voilà. Donc, c'est là vraiment, c'est là où nous en sommes avec les débats. Avant de prendre encore parole, je pense que Fusible a une question. Oui, Fusible, la parole est à toi. Oh, bonjour. En Oui, fait, moi, bonjour. je suis beaucoup intéressé par la protection de l'environnement, surtout par rapport à la compensation carbone. Donc, c'est juste un petit commentaire, même si je suis dans le bruit, j'espère que vous allez m'entendre. Je souhaiterais vraiment rappeler le rôle essentiel des écosystèmes dans la régulation du climat. Alors, vous avez cité les forêts, les océans aussi et les sols. Comment ils agissent vraiment comme dans ces mots commentaires. Dans les forêts, les océans et les sols, par exemple, ils agissent comme
des puits de carbone, de CO2, car vous savez qu'ils absorbent et peuvent stocker le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère. Donc, c'est quelque chose qui permet de réduire l'effet de serre et de stabiliser aussi le climat. Donc, lorsque ces écosystèmes sont dégradés, comme vous êtes en train de le dire, par exemple, à travers la forestation ou la pollution ou bien la destruction des sols, ça peut causer, en fait, il perd de cette capacité de stockage et peuvent par exemple, libérer du carbone, ce qui va pas après accélérer le changement climatique. Donc, je dirais qu'il est vraiment très important de protéger les écosystèmes ou de restaurer vraiment les écosystèmes afin de maintenir l'équilibre environnemental et en fait soutenir les actions de compensation carbone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fusible, pour votre contribution. Je pense qu'elle est vraiment intéressante. Fusible parle, je pense, de la liaison, de savoir vraiment comment est-ce que l'écosystème, ça va venir toucher nos écosystèmes. Et pour nous, comment est-ce que nous pourrions donc continuer dans la préservation et la protection de l'environnement. Je pense que Monsieur Orly pourrait rebondir sur ces termes avec une question que j'avais pour lui. Lui, en tant que c'est quoi déjà, Orly? On appelle ça comment? Formateur environnementaliste. Environnementaliste de formation. Et donc, j'aimerais te poser cette question. Comment est-ce que tu vois, je sais que tu n'es pas vraiment habitué à ce terme-là d'écocide, mais tu as entendu l'intervention de Guillaume et d'Élie, des Galine. Et donc, comment est-ce que toi, en jeune environnementaliste de formation, es déjà engagé dans l'activisme climatique? Comment est-ce que tu vois que dans nos actions de tous les jours de protection, de préservation, de lutte contre le changement climatique, on pourra aussi ajouter ce terme-là d'écocide? Merci. Merci. Premièrement, merci pour la question. J'aimerais d'abord remercier encore Guillaume et Élie. Ils ont donné vraiment des éclaircissements sur le thème écocide. Personnellement, je ne savais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'informations sur ce thème, mais quand il a parlé de marée noire, je me suis directement retrouvé. Quand on essaie de voir ici au Burundi, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas vraiment sur l'écocide. Je dirais même quasi ils ne connaissent pas même ce terme. La question que tu viens de me demander, comment on peut inclure ou comment on peut sensibiliser sur ce thème ici dans nos activités, je pense qu'on a déjà commencé. À travers ces webinaires qu'on fait déjà aujourd'hui, on essaie vraiment de sensibiliser avec les experts qu'on a ici au Burundi, à l'étranger, comme Guillaume et Elie. Donc, il faudrait encore, comme IGCD, multiplier ces genres de webinaires pour réveiller ou bien conscientiser encore la jeunesse, parce que quand on essaie de voir la jeunesse aujourd'hui, on est vraiment nombreux
quand on essaie de voir à l'échelle internationale, la jeunesse est définie comme de tranche d'âge de 15 à 24 ans. On est à 1,2 milliard de jeunes, soit 16%. Et cela inclut les jeunes du Burundi aussi. Donc, il faudra encore mobiliser encore en utilisant d'abord les réseaux sociaux, comme on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux, et essayer de voir dans de petites localités, là où on intervient même à l'échelle nationale, pour pouvoir encore rappeler ce genre de termes. Merci. Merci beaucoup, Orly, et merci beaucoup pour la réponse pertinente. Et tu as bien répondu en disant que nous avons déjà commencé avec ces webinaires de sensibiliser la jeunesse à venir écouter ces genres de webinaires pour que ils soient informés de ce terme qui est très important. Et je reviens à Monsieur Guillaume avec cette question encore. Pourquoi est-ce que l'écocide est-il considéré comme un crime d'une gravité mondiale? Tu vois, il y a des crimes de guerre, comme tu l'as dit, il y a des crimes humanitaires, et donc, tu vois, c'est pas vraiment quelque chose, même pour nos leaders nationaux, quand on entend écocide, environnement, on a peut-être dans une forêt, il y a eu du feu de brousse, et ils ne pourront pas vraiment beaucoup s'inquiéter comme si ça aurait été un crime de guerre. Et donc, pour vous, qui êtes déjà éclairé et avancé sur cette thématique, comment est-ce que vous pensez convaincre les décideurs, convaincre même les jeunes que l'écocide fait partie aussi de l'une des crimes d'une gravité mondiale? Merci. Merci beaucoup, madame, pour la parole encore une fois et pour une question aussi pertinente, mais beaucoup plus facile à comprendre. Écocide à l'échelle mondiale. Pourquoi? Pour me faire comprendre, je vais toujours partir des exemples. Prenons le cas de marée noire. Un navire qui déverse accidentellement le pétrole sur l'océan. Ce pétrole-là ne va malheureusement pas rester à l'endroit où il a été déversé. Ça sera donc ça va couler en suivant la direction de l'océan et parcourir pas mal de pays. En d'autres termes, un marée noire sur l'océan aura de l'impact sur plusieurs continents, sur plusieurs pays. Prenons le cas de feux de brousse, par exemple, ou encore d'une déforestation à l'échelle industrielle. Lorsqu'on parle de la forêt du bassin du Congo, on évoque cela comme un bien utile pour les niveaux régionaux en Afrique, le niveau continental, aujourd'hui même au niveau international, parce que les scientifiques ont prouvé que l'Amazonie est plus grand en termes de taille, mais la forêt du bassin du Congo est plus grand en termes de quantité de CO2 séquestré. En d'autres termes, détruire la forêt du bassin du Congo, c'est détruire un poumon de la planète. Ça sont
les quelques exemples qui nous permettent de comprendre pourquoi l'échelle internationale. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la définition, j'avais évoqué l'aspect destruction massive et durable. Si une destruction ne touche pas l'échelle, Orly lève la main, je ne sais pas si... J'ai une question. D'accord. Vous parlez également de la destruction à l'échelle internationale ou bien les impacts à l'échelle internationale sur l'écocide. Pourquoi, ou bien vous allez encore parler sur ça, on ne parle pas le rôle des conflits armés qu'on a là actuellement dans le monde avec le détroit d'Ormuz, l'Iran, l'Amérique et l'Israël, qui vont avoir aussi des impacts néfastes sur l'environnement à long terme. Très belle question. Je continue avec ça, toujours en termes des exemples. L'aspect des conflits armés, des conflits de guerre à l'international a un élément important que beaucoup de gens n'ont pas encore vu. Je commence par ce qu'un professeur d'université en RDC a dit un jour. Pendant qu'il y a des guerres dans le monde, il y a des morts d'hommes. Et ces morts-là doivent être enterrés dans des cercueils. Nous sommes dans une civilisation où les cercueils sont fabriqués avec du bois. Imaginons une guerre de 4 semaines qui coûte la vie à 1000 personnes ou à 5000 personnes. Faisons un peu le calcul imaginaire dans nos esprits pendant quelques secondes. Combien d'arbres auront été abattus pour qu'on puisse fabriquer le cercueil suffisant pour enterrer ces milliers de personnes? Ça, c'est un aspect qui met le lien entre le guerre et la destruction des écosystèmes. Deuxième aspect sur le guerre et les conflits armés, il s'agit de... À la fin de la journée, les parties qui se battent finissent par trouver des accords. Il y a 2 jours, les États-Unis et l'Iran ont signé des accords pour cesser les faits. On ne va plus entendre les bruits des armes entre les 2 pays. C'est fini. Mais il y a une question. Les dégâts environnementaux que les bombes ou les explosifs ont laissés dans des territoires qui ont été impactés, qui va venir les réparer? À ce que je sache, depuis que les guerres ont commencé, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune institution, il n'y a personne qui s'est levé un jour pour dire « Ok, on a signé l'accord de paix, revenons maintenant dans la réparation des dégâts environnementaux que nos bombes ont causés. » Personne. En d'autres termes, j'aimerais emprunter l'expression de Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, responsable de Climate Reality, réalité climatique, et auteur du film, du documentaire plutôt, Une vérité qui dérange. Il a dit, en des termes simples, nous devons repenser la guerre. Nous devons repenser la guerre tout simplement parce qu'une bombe déposée dans un parc réduit en cendres tout ce qu'un pays pouvait avoir comme espèce protégée, peut réduire en cendres toutes les espèces animales ou végétales qui pouvaient être considérées comme une richesse dans un pays. Ça, c'était un peu le pont entre les destructions massives des écosystèmes, écocides, et les conflits armés, les guerres. Donc, il y a aussi quelqu'un qui a dit, au-dessus de nos têtes, il n'y a pas de frontières. Le climat n'a pas de frontières. Pour ce qui nous concerne ce soir dans ces webinaires, l'environnement n'a pas de frontières.
nous avons des oiseaux qui quittent facilement le Burundi pour venir survoler la RDC et partir même un peu plus loin. C'est la même chose avec l'air. L'air qui circule au Burundi, c'est l'air qui va circuler au Rwanda, en RDC, en Tanzanie. Si l'écocide s'effectue sous forme de pollution de l'air, comprenez que ça ne va pas se limiter seulement au Burundi, ça va atteindre toute la région. Prenons un exemple simple, nous avons les lacs Kivu à notre proximité dans la région des Grands Lacs et il est connu que dans les lacs Kivu, il y a le gaz naturel. Imaginons qu'un individu arrive à créer quelque chose qui va aller déranger ces gaz-là et que les gaz arrivent à sortir de l'eau et se retrouver dans l'air. On nous alerte chaque fois que cela peut avoir le même impact que ce qui s'est passé, je crois, au Cameroun, où il y a eu un dégât pareil. Donc, parce que les frontières sont géographiques et pas forcément écologiques ou environnementales, nous avons par exemple des parcs qui se retrouvent dans deux pays différents et des espèces animales qui sont localisées à la frontière entre deux pays. Ces manques de frontières écologiques, ces manques de frontières environnementales fait partie des raisons pour lesquelles l'écocide sort de l'aspect national, sort de l'aspect continental pour atteindre l'aspect mondial. Je ne sais pas si je répondis à la question, Madame Abikaela. Oui, vous avez très bien répondu à ma question. Je ne sais pas si Orly aussi est satisfait. J'ai encore une question. Très bien. Merci pour la réponse. Et j'aimerais demander qu'est-ce qu'on fait à l'échelle internationale ou bien Stop Écocide pour des conflits armés ou bien après les dégâts, est-ce qu'il y a la réparation? Bien, merci. Merci beaucoup pour cette question liée aux dégâts. Ça s'inscrit beaucoup plus sur le plan juridique, dont les travaux sont en cours dans de nombreux pays africains. Je prends l'exemple du Zimbabwe, je prends l'exemple du Ghana, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, je prends l'exemple du Burundi, où les discussions sont en cours. Je prends aussi l'exemple de l'île Maurice, où déjà une loi a été votée autorisant l'insertion de l'écocide dans les codes pénals nationaux, ce qui a été une grande victoire pour le continent africain en termes de justice environnementale. C'est au niveau technique, juridique, où on va maintenant déterminer que faire après. On a identifié le crime d'écocide, on a identifié l'acteur, donc les coupables. Que faire après? Ça dépend maintenant de la gestion de la question juridique de chaque pays. Mais à ce que je sache, la réparation est l'aspect incontournable. Parce que s'il n'y a pas de réparation, pourquoi on doit sanctionner? On peut dire, et on a raison de le dire, on va sanctionner pour empêcher à ce que ça puisse se répéter. On va sanctionner pour empêcher à ce que d'autres personnes puissent commettre les mêmes erreurs. Mais aussi la réparation doit s'en suivre. Et si nous sommes attentifs avec le fonctionnement juridique de nos pays ou encore de notre continent, il y a des amendes que les gens qui causent des dégâts, non seulement à l'environnement, doivent payer.
Et pour la plupart des cas, ces amendes-là sont utilisées pour réparer les dégâts qui ont été causés. Dans la parenthèse, j'y réponds à cette question pas comme un expert juridique, donc il y a beaucoup de réserves. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kalonji, pour vos réponses pertinentes. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à M. Elie. Et là, après même ce que Guillaume vient de dire, je comprends mieux qu'il n'y a pas vraiment d'écocide sans justice. Et l'écocide, les gens qui luttent pour cela ont besoin vraiment de juristes, de personnes qui maîtrisent la notion de la juridiction pour voir comment les tests de l'écocide peuvent aussi entrer dans la juridiction. Et donc, ma question est celle-ci. Existe-t-il aujourd'hui en Afrique des cadres juridiques ou des mécaniques non, c'est pas celle-là. Quel lien entre l'écocide et la justice environnementale et en quoi l'écocide constitue-t-il également une violation des droits humains, vous, en tant que juriste? Voilà une question pertinente, madame, à laquelle je m'y attendais d'ailleurs, celle de savoir quel est le lien qui existe entre l'écocide et la justice environnementale et quelle est alors les conséquences sur les droits humains ou alors quelles sont les violations. D'emblée, je m'en vais d'abord dire que les rôles du droit dans un pays ou dans un État, c'est de réguler le comportement des individus dans la société. Cependant, lorsque d'une part, nous avons la destruction massive et irrémédiable d'ailleurs des écosystèmes, mais cette destruction, bien sûrement, cause des conséquences sur le droit des populations locales ou sur la population d'une manière générale. Alors, dès qu'il y a les conséquences qu'engendre cette destruction massive, c'est-à-dire l'écocide, directement les droits ou la justice environnementale va s'intéresser pour réguler la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu violation des droits humains. Alors, les liens que nous établissons ici, c'est en fait les rôles même du droit, parce que le droit ne peut pas rester silencieux lorsqu'il y a violation ou lorsqu'il y a mise en jeu de la violation du droit consacré déjà d'ailleurs dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à l'article 24, parce que j'ai dit au départ qu'on n'a pas encore un cadre juridique approprié qui reconnaît l'écocide, bien qu'il y a des évolutions dans certains États. D'ailleurs, récemment, la France aussi, dans son code pénal, a consacré les délits d'écocide au niveau interne. Ce sont des avancées que nous saluons, et même en Afrique, nous en avons déjà. Mais jusque-là, il n'y a pas encore un test au niveau international qui les constate. C'est alors que lorsqu'il y a destruction des écosystèmes, cette destruction empiète d'une manière ou d'une autre ces droits-là constitutionnels des droits à un environnement. Dès lors il y a violation de ces droits, la justice environnementale s'intéresse. C'est cela même le lien ou alors et là, on a le droit, la justice ne va pas croiser les bras, mais la justice va Pardonnez-moi de vous interrompre. J'aimerais demander à Ilakose s'il peut fermer son micro. Ilakose, tu peux fermer ton micro?
Irakoze, ok. Vous pouvez continuer, on va voir comment. Irakoze, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Monsieur Elie, vous pouvez continuer, je veux voir comment. Voilà, je te disant que les liens entre l'écocide et la justice environnementale, c'est en fait le nom même ou alors la conséquence lorsqu'il y a violation des droits humains. Et ce que nous pouvons suggérer également même en RDC et en Afrique, dans différents pays même. Et là, peut-être d'ailleurs, les collègues Orly l'a bien souligné que pourquoi l'écocide au niveau international, alors que moi je trouve même au niveau interne, plusieurs personnes ne savent pas c'est quoi l'écocide. Et nous saluons d'ailleurs l'organisation de ce webinaire, ce genre d'activité, parce que ça permet à la jeunesse, ça permet aux gens d'être mis à jour par rapport à la thématique. Cependant, j'encourage également les États au niveau interne de consacrer d'abord l'écocide étant une infraction au niveau interne avant même d'entamer le niveau international. C'est vraiment très important et encourageant. Voilà un peu, madame, ce que je peux dire par rapport au lien entre l'écocide et la gestion environnementale. C'est-à-dire, en bref, je me résume, tout dépend de... Tout découle de la violation des droits humains. Lorsqu'il y a violation des droits humains, les droits consacrés dans la charte, les droits des individus en environnement sain, propice, les droits ne vont pas croiser les bras. Raison pour laquelle nous établissons et nous pensons que c'est urgent et c'est nécessaire de consacrer l'écocide comme étant un crime, non seulement au niveau interne, c'est-à-dire une infraction, mais aussi au niveau international. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Elie, pour votre réponse pertinente. Et j'aimerais aussi vous demander, est-ce qu'il y a-t-il vraiment les conséquences que l'écocide peut avoir sur la santé des populations, l'économie des États? Je pense aussi, vous, en tant que juriste, vous faites attention à ce qui peut nuire à la santé des populations. Et oui, je demande la question, mais je sais que c'est vrai qu'il y a vraiment les conséquences que l'écocide peut avoir sur la santé des populations. Mais vous, en tant que juriste, j'aimerais savoir votre perception à ce sujet-là. Est-ce que vous voulez que l'écocide soit reconnu comme un crime parce que c'est juste un crime ou parce que ça a aussi des conséquences sur la santé des populations, sur l'économie des États et sur l'avenir des générations? Je ne sais pas où, si vous comprenez là où je vais en venir. Voilà, je comprends, madame. Merci beaucoup pour la pertinente question. Non seulement nous sommes d'avis que l'écocide soit reconnu comme un crime international, puisque ça viole le droit fondamental de l'homme, mais aussi parce que l'écocide et ou cette destruction massive des écosystèmes constitue également des conséquences ou a également des conséquences énormes sur la santé des populations, sur l'économie des États et voire même sur l'avenir des générations futures. D'autant plus que lorsqu'il y a destruction des écosystèmes, ou lorsqu'il y a exploitation des terres, des sols par les multinationales, et il y a toujours des conséquences et des dégâts que subissent les populations locales dans ce sens. Je ne suis pas
un médecin pour entrer vraiment en profondeur sur les conséquences que peuvent avoir l'écocide sur la santé de la population, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, parmi les conséquences que nous pouvons énumérer, nous avons les maladies chroniques. Les maladies chroniques, la population en subit lorsqu'il y a exploitation et ou lorsqu'il y a destruction des écosystèmes. Il y a également l'insécurité sanitaire et voire même alimentaire qui commence à battre record lorsqu'il y a destruction des écosystèmes. C'est là même l'importance d'agir vite parce que si nous n'agissons pas, il y a tout un avenir qui nous attend derrière nous. Parce que l'écocide, si nous faisons semblant de ne pas agir, si les États croisent les bras, si l'Union européenne, si nous n'agissons pas et nous ne reconnaissons pas l'écocide vite, il y aura vraiment des conséquences sur les générations futures. Et cette génération, non seulement sera obligée de vivre dans ce contexte-là de dégradation des écosystèmes, mais également, ça sera une façon d'exposer ces générations et il y aura vraiment des dégâts vont augmenter dans ce sens. Voilà un peu les conséquences sur la question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Eli. Vous venez de dire que si rien n'est fait par rapport à l'écocide, il y aura vraiment des conséquences dans l'avenir. Et là, une question me vient. Est-ce que vous avez, parce que nous savons que chaque crime a des peines qui va avec, est-ce qu'il y a des peines pour les gens qui commettent des écocides? Et vraiment, nous savons que ça, c'est ma première question. Et une autre question est celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'avec peut-être ces peines ou avec la reconnaissance de l'écocide comme un crime, est-ce que ça peut vraiment diminuer l'écocide ou ça peut vraiment diminuer ces crimes environnementaux que les gens commettent, par exemple, vous voyez, avec ce que Trump fait, je pense qu'il n'y a pas d'écocide plus grand que cela. Est-ce que vous pensez que si ces tests-là sont reconnus, même par les États-Unis, même par l'Union européenne, comme vous venez de le dire, est-ce que ça réduirait les risques que les gens commettent de moins en moins d'écocide? Merci. Voilà, merci bien pour les questions. Je pense que en ce qui concerne les peines, tout se discute lorsque tout ce que vous voyez dans les textes de loi, les peines et consorts, tout se discute. Et en ce qui concerne les crimes internationaux, ici, j'ai fait allusion au statut de Rome. Et ce sont les États faisant partie du statut qui s'asseyent autour d'une table et ils discutent. Et je ne voulais pas, ou alors ça sera difficile pour moi d'affirmer quelles sont ou quelle est la peine qui existe déjà par rapport à ces crimes. Je peux proposer peut-être, oui, mais je ne saurais pas affirmer, d'autant plus que les crimes en question n'est pas encore reconnu dans les statuts de Rome, mais ce sont les processus des États qui sont encore en cours. Et nous pensons que avec ce genre de webinaires de sensibilisation, les États finiront par comprendre que c'est urgent d'agir et nous estimons que ça sera bel et bien reconnu. Par ailleurs, en ce qui concerne la reconnaissance de ces crimes, nous pensons que nous devons, ou alors nous pouvons avoir la réduction, voire même l'élimination de l'écocide, c'est-à-dire de la destruction massive et irrémédiable des écosystèmes, surtout faites par les États et ou les multinationaux. D'autant plus qu'ils ont repère, madame. Ils ont repère parce que
ce crime sera déjà consacré parmi à côté des 4 crimes internationaux avec des éléments constitutifs d'infraction. Alors, toute personne qui avait intention de le faire, sachant que ça a des conséquences sur la population et sur les droits humains, notamment les droits de la vie et consorts, ces personnes-là et ou ces États-là, voire même les multinationales, ils auront peur d'agir, raison pour laquelle nous estimons que ça peut réduire ou carrément éliminer cette destruction des écosystèmes dans différents États. Voilà. Merci beaucoup, Elie. Merci beaucoup. Je suis satisfaite de votre réponse. Et j'aimerais aller à M. Orly avant de donner aux participants s'ils ont d'autres questions à poser. Orly, toi qui es vraiment engagé dans la préservation de l'environnement, est-ce que tu penses que si aucune mesure forte n'est prise de maintenant, quelles pourraient être les conséquences des l'écocide pour l'Afrique? Là, je parle pour l'Afrique, peut-être dans les 20 prochaines années. Parce que vous, en tant qu'environnementaliste de formation, je pense que vous étudiez aussi les conséquences des effets du dérèglement climatique par rapport aussi au temps. Donc, si aucune mesure n'est prise de maintenant, quelles pourraient être les conséquences et l'écocide pour l'Afrique dans les 20 prochaines années? Merci pour la question. J'aimerais d'abord souligner quelque chose avant de répondre. C'est que déjà en Afrique, nous subissons déjà les effets de l'écocide. Avec l'Afrique qui contribue seulement de 3 à 4% des émissions mondiales. Pourtant, c'est le continent le plus touché quand on essaie de voir. Il y a des sécheresses extrêmes, comme ici au Burundi. Il y a des vagues de chaleur. Ces vagues de chaleur sont amplifiées par les effets de l'écocide, ici même en Afrique. Donc, parler de conséquences à long terme, alors que déjà, ici en Afrique, on subit déjà des conséquences des effets de l'écocide. Et pour répondre à ta question, je vais me référer sur les 2 grandes institutions internationales. Il y a le GIE, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ici c'est un organe de l'ONU. Dans son rapport chargé d'évaluer la connaissance scientifique sur le climat, dans ce rapport d'évaluation sur les conséquences sur des changements climatiques, le chapitre 9 sur l'Afrique, ils ont déjà précisé que d'ici 2045 au lieu de 2055, une chute de rendement agricole de 10 à 20% ou plus avec une explosion de l'insécurité alimentaire. Vous comprenez bien que si on ne fait rien, on va voir nos rendements agricoles diminuer. Et une autre chose, c'est que on aura dans le rapport, on a précisé qu'on aura une perte massive de biodiversité, plus de 30% des espèces menacées. On sait déjà que ces espèces sont déjà menacées aujourd'hui. Alors, imaginez si on perd toutes les espèces végétales, animales, vraiment, c'est des points vraiment de bascule irréversibles. Une autre chose que je peux encore ajouter, dans le même rapport, on parle qu'il y aura même des dizaines de milliers de personnes déplacées dans le même pays. C'est une migration interne est liée et qu'il n'y aura pas des conflits, je dirais pas des conflits liés sur la terre, mais on aura vraiment un problème sur des conflits sur l'eau. On sait déjà que on subit aujourd'hui avec la sécheresse qui s'abat aujourd'hui sur l'Afrique et le Burundi. Donc, si on ne fait rien aujourd'hui, donc, on voit que même les experts internationaux nous disent qu'on va habiter, donc nous allons hériter d'un monde qui est abîmé. Merci, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, Aurélie, pour votre pertinente réponse. Et parce que le temps file, j'aimerais donner la parole à Physible, puis Julien. Je pense qu'ils ont aussi des contributions. Oui, Physible, tu Oui. peux parler. Mhm. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, je suis très d'accord avec vous car vous parlez des lois environnementales, car sont vraiment indispensables pour sanctionner les crimes et décourager aussi les pratiques destructives. Mais j'ai un avis parce que, vous savez, je pense que la priorité doit aussi être donnée à la sensibilisation des communautés. Pourquoi? Parce que je dirais beaucoup de dégradation de l'environnement sont liées au manque d'informations au manque de compréhension des conséquences, ou bien au manque d'alternatives durables, par exemple. Moi, je pense que si les communautés comprennent vraiment mieux les impacts par exemple, de la déforestation, de l'exploitation illégale des ressources, comme au Congo, par exemple, et peuvent devenir des premières actrices de la protection de l'environnement. Je pense aussi que la sensibilisation pourrait permettre de changer les comportements à la base. Et je crois que ça pourrait ensuite rendre l'application des lois plus efficace et mieux acceptée. Donc, pour moi, je valorise vraiment les règles et les lois, mais aussi la sensibilisation reste la première étape pour construire une véritable conscience environnementale et assurer une protection durable de nos écosystèmes. Donc, c'est ça ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Physible, pour votre contribution. Et vous avez très, très bien raison de dire que parfois les gens commettent des choses ou des crimes parce qu'ils ne sont pas vraiment au courant des conséquences. Mais je pense, avec Angéliste ici, il nous dirait que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je pense que tout le monde, oui, tout le monde devrait voir comment et chercher l'information, oui. Oui, et il y a mon docteur préféré, Miles Monroe, qui aime dire que l'ignorance est vraiment le premier ennemi de l'homme. Donc, il faut vraiment... Parce que je pense qu'il y a ce sens-là que Dieu a mis en nous, même si personne ne nous a dit ça, c'est mal, ça, c'est mauvais. Là, peut-être, j'entrerai plus dans la psychologie humaine, parce que après juste le péché du premier homme, nous sommes conscients du mal, nous sommes conscients du bien. Donc, il y a dans l'homme cette sensation, cette instruction-là de savoir ça c'est bien, ça c'est mauvais. Donc, quand tu viens là, tu coupes tous les arbres, tu fais n'importe quoi. Je pense qu'il y a en toi quelque chose qui te dit ce que tu fais là, c'est pas juste. Mais quand même, mais aussi, avec cela, tu as raison. Il y a d'autres fois, on est ignorant, mais franchement, on ne doit pas rester dans l'ignorance et on doit faire tout pour aller chercher ou se former ou trouver des informations
pour les questions qu'on en a. Et c'est pourquoi il y a les organisations, c'est pas seulement EDCD, il y a beaucoup d'organisations qui continuent à sensibiliser. Et maintenant, nous sommes en train de voir un langage, utiliser un langage, parce que parfois, on invite les gens à des conférences, on parle trop de français, on parle trop d'anglais, les gens ne comprennent pas, il y a trop de tests scientifiques, les GIEC, les quoi. Mais parler aux gens avec un langage qu'ils peuvent comprendre facilement. Donc, c'est là, je pense aussi, ça peut avoir quelque chose dans la contribution de la sensibilisation parce que je ne sais pas, ce même docteur-là dont je vous parlais, Maslow, qui aime dire, j'enseigne depuis des années, mais les gens ne changent pas. Tu vois aussi, on peut se dire, on sensibilise, mais il y aura toujours des plastiques dans la rue. C'est comme dans les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est catastrophique. Les déchets plastiques, ils se trouvent dans leur rue, mais ils sont conscients que c'est mauvais. Il y a même des efforts qui ont été faits par le gouvernement de placer des poubelles dans des endroits publics, mais ils vont préférer les jeter par terre, tu vois. Il y a aussi cela, la négligence. C'est pourquoi je pense aussi que c'est vraiment important d'appliquer cette loi d'écocide, de vraiment peut-être de vraiment avoir des peines ou des punitions pour ces gens-là qui font des choses. Ils savent que c'est mauvais, mais ils continuent de le faire. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à Julien pour sa contribution aussi. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Julien. Je suis, disons, un partisan du climat, si on peut le dire ainsi. Voyons le sujet, j'ai essayé un peu de me poser la question s'il y a déjà des gouvernements, bien sûr, qui se sont déjà dit d'intégrer l'écocide directement dans leur législation, tout ça. J'essaie d'abord à m'excuser pour le retard aussi. J'ai lu quelque part que non, l'île Maurice avait intégré l'écocide dans sa législation. Mais par contre, un point que je me suis demandé, pourquoi est-ce que nos pays ne le font pas déjà? En regardant l'économie de l'île Maurice, elle est grandement placée sur l'agriculture et aussi le tourisme. Comparant avec nos États, on se retrouve que notre économie est plus basée sur les ressources d'exploitation des ressources naturelles, minérales et tout ça. Donc là, on se retrouve grandement que nos pays dépendent à chaque fois lorsque nos pays vont se dire qu'on a besoin de plus d'argent, ils vont directement, en grande partie, être conduits à la surexploitation et donc, par implication, à l'écocide. Alors moi, parfois, je me dis que c'est cette forme de développement qui est due grandement avec l'esprit du capitalisme. Est-ce que ça ne serait pas en grande partie ce qui conduit à l'écocide directement? Donc, ces développements qui est aussi, si je dirais, un peu trop rapide, suivant les modèles occidentaux. Je me dis que c'est ce qui serait plus dû aussi à l'écocide. Et en parlant du côté connaissance, je me dis que c'est fait exprès, en fait. Parce que depuis, nous tous consciemment, comme la demoiselle l'a dit, on sait tous que ce n'est pas bien, mais on les fait. Je crois que tout ça est dû à la poursuite du gain pécunier, bien sûr, de l'argent. Je crois qu'on est en train plus de sacrifier la nature pour gagner plus d'argent, plus de ressources. Donc, moi, je me dis que si nos gouvernements ne parviennent pas à l'intégrer directement, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de rechercher plus de gains. Et en intégrant l'écocide, moi, je trouve qu'il y aura baisse brute d'abord en premier lieu de nos ressources financières. Parce que même au niveau de la RDC, on se retrouve que dans des parcs, il y a des espaces qui sont directement transformés
pour l'exploitation de pétrole et d'autres ressources. Et c'est ce que, selon moi, conduit grandement à la dégradation du bassin du fleuve Congo surtout. Donc moi, je me dis que l'accélération de l'intégration de l'écocide sera sacrément difficile compte tenu de nos ressources et aussi de nos autorités qui sont plus basées sur le capitalisme surtout. Donc, c'est ce que je voudrais rajouter aussi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Julien. Il y avait aussi Koubiman Ephraim qui a écrit dans le chat qu'il avait aussi quelque chose à dire. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord d'avoir organisé cet événement. Évidemment, nous sommes à une heure où, si rien n'est fait, il n'y a pas d'avenir assuré pour les futures générations à cause de la dégradation de l'environnement qui s'accroît à un niveau très terrible. Et puis, j'aimerais savoir si l'écocide est présent dans le monde entier ou bien dans combien de pays africains. La question est adressée à M. Kalonji. Deuxièmement, vous parlez d'un crime, donc comprendre le crime environnemental. Que faire, évidemment? Oui, on a déjà présenté des formulations, mais il est évident qu'il est nécessaire qu'il y ait l'intégration de l'éducation environnementale, même dans le système éducatif dans notre pays. Sinon, nous risquons de nous exposer à la disparition de l'humanité. Parce que la destruction de l'environnement se marque dans plusieurs volets. Au niveau de la déforestation, au niveau de la prolifération des produits non biodégradables qui sont très dangereux à la biodiversité, l'augmentation des toxiques à travers les industries, avec les véhicules en mauvais état. Mais alors, parfois, nous entendons parler que souvent, les pays africains sont victimes des pays très industrialisés, des pays avancés. Ouais, vous le voyez. Comment l'écocide, comment les acteurs environnementaux en Afrique collaborent-ils avec le reste du monde pour qu'il y ait cette collaboration, de voir comment équilibrer ce phénomène qui risque de mettre en danger l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Je pense que M. Kalonji a bien écouté la question qui lui a été adressée. Sorry, je n'ai pas bien capté la question. On va demander à M. Ephraim de répéter la question adressée à M. Kalonji. J'avais dit ceci. Je demandais si cette campagne, je ne sais pas si je dirais campagne ou c'est une organisation, écocide est présente dans tous les pays africains. Si oui, que faire pour essayer de faire face à ces enjeux environnementaux? Et j'ai donné une suggestion qu'il y ait l'intégration de l'éducation environnementale dans le système éducatif, comme il y a l'éducation à la citoyenneté, comme tant d'autres. C'est ça. Et autre chose, j'espère que les autres vont vous épauler. Merci. Merci beaucoup. Là, j'ai bien compris. Déjà, signalons que les mouvements Stop Écocide n'appartiennent pas à un pays X ou Y. Ça appartient plutôt à la nature. Ça appartient à l'environnement,
ça appartient à la biodiversité. Et nous savons que nous, les êtres humains, nous faisons partie de la biodiversité. Et nous savons aussi que les scientifiques ont prédit que s'il y aura une prochaine extinction des masses, l'espèce humaine fera partie des espèces qui vont disparaître. Et cela n'est pas très loin de nous. C'est avant même 2100. En d'autres termes, si chacun de nous ne s'investit pas dans la lutte contre les destructions massives des écosystèmes, si nous allons disparaître naturellement ou normalement, néanmoins nos enfants, nos petits-enfants qui seront là jusqu'à vers les années 2060, 2100, ne pourront pas échapper aux conséquences de notre irresponsabilité environnementale d'aujourd'hui. Et pour ce qui concerne l'Afrique, les discussions ou les progrès sont déjà avancés dans plusieurs pays. Nous avons le Ghana qui est même en train de discuter afin de voir comment introduire la question d'écocide dans la constitution du pays. Pour ne pas aller très très vite, je pense que la prochaine session abordera l'évolution de la campagne ou du mouvement de Stop Écocide au niveau africain et international. Néanmoins, il n'y a pas de porte à ouvrir ou à fermer. Tous celui qui se sont concernés par la protection des écosystèmes est le bienvenu dans les mouvements. Et il est prévu 3 webinaires si j'ai bonne mémoire. La 3e webinaire pourra répondre aux questions du genre comment faire partie du mouvement des Stop Écocide, que faire lorsqu'on veut participer à la réussite du mouvement ou de la campagne pour participer ou contribuer à la protection des écosystèmes. Je pense que ça fait partie des aspects qui vont conclure cette série de webinaires. Donc, vous êtes en tout cas le bienvenu. Et si vous êtes en contact avec IJCD, donc vous êtes en contact avec nos autres ici présents dans ces webinaires. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Oui, vous êtes satisfait? Oui, je suis en fait satisfait, mais j'avais aussi demandé, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on te reçoit 100%. Oui, j'avais demandé aussi comment on est en train de collaborer avec tout le monde, et surtout avec les pays développés, étant donné qu'on entend souvent parler que les pays plus développés sont les plus destructeurs de l'environnement, et nous, les Africains, nous nous retrouvons victimes de cette industrialisation, parce qu'ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre qui nous entraînent au changement climatique. Alors, comment travaillez-vous, comment collaborez-vous avec le monde entier? Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre, j'aimerais signaler qu'il est temps pour les continents africains de changer de narratif. Pendant très longtemps, nous nous sommes identifiés comme des victimes. Et avec cette identification, nous nous sommes placés dans la catégorie des inactifs, dans la catégorie des plaignants, la catégorie des personnes qui pleurent au lieu d'agir. Avec la reconnaissance de l'écocide en tant que crime dans chaque pays africain, en tant qu'individu, le pays devient souverain et responsable de la gestion de leurs écosystèmes et de leurs ressources.
un Chinois, par exemple, qui veut venir exploiter les ressources, peut-être les ressources en eau au Burundi, en arrivant, il sera d'abord confronté à une législation burundaise qui fixe les conditions de cette exploitation des ressources en eau, en d'autres termes, qui lui dit, voilà ce que tu ne dois pas faire pendant que tu fais ton travail. Si tu désobéis à cette loi de notre pays, tu seras contraint de payer des amendes ou d'être emprisonné, par exemple. Voilà un peu l'aspect auquel j'aimerais aborder au lieu de penser au côté victime, genre eux ils polluent, nous souffrons. Ok, ça c'est une réalité qui existe, nous ne refusons pas, mais avec la reconnaissance de l'écocide en tant que crime dans chaque pays individuellement, cela redonne à nos pays africains la capacité de dire non ou de dire oui face à un projet ou à un plan qui tourne à l'avantage ou au désavantage des écosystèmes de ces pays-là. Voilà un peu. Sinon, la question était double. L'aspect climatique, nous contribuons peu et nous sommes plus victimes. Évidemment, c'est pour cela que les grandes conférences sur les changements climatiques continuent à travers le monde. La 64e, un sommet, oui, voilà. Le 64e sommet climatique qui a lieu en Allemagne s'est clôturé il y a quelques heures où le pays africain se sont présentés massivement et ont participé aux négociations afin de voir comment trouver gain de cause, trouver réparation de pertes et dommages causés par les effets de changement climatique dans notre continent. Donc, l'aspect climatique est en pleine discussion au quotidien à travers le monde et il y a une grande conférence des Nations Unies, la COP31, qui approche à grands pas et qui aura lieu en Turquie, qui va évidemment donner encore de l'espace aux Africains afin de réclamer leurs droits. Et je pense que vous y serez, hein, Kalonji. Monsieur Ephraim, je pense que vous avez été satisfait, vous êtes satisfait de la réponse que Monsieur Kalonji vous a donnée. Eh bien, s'il n'y a pas une autre intervention ou une autre contribution, je ne sais pas si Elie ou Orly ou Kalonji, en tout cas nos chers panélistes, s'ils n'ont pas autre chose à augmenter. Moi, j'ai fini avec ma petite question, mais j'aimerais aussi finir en disant que, en tout cas, notre monde d'aujourd'hui fait face à beaucoup de dégâts, des catastrophes. Et parfois, moi, je me demande d'où cela vient. Maintenant, il y a encore l'Ebola. Et vous voyez, et donc, je ne sais pas pour moi si, en tout cas, l'écocide pourra être pensé en termes d'urgence que notre monde a besoin, parce qu'il y a trop de dégâts, et une petite anecdote, c'est que plus il y a de lois, plus les gens ou les personnes ont tendance à ne pas les suivre. Oui, plus il y a des lois, plus les gens voudront faire le contraire. Je sais pas, c'est la psychologie même. Donc, plus vous allez dire l'écocide, moi aussi je soutiens. Vous verrez, hein, vous verrez. On pourrait voir que le taux de criminalité en écocide pourrait même augmenter à notre grande surprise. Donc, il faut savoir aussi avec cela. Donc, moi, en tout cas, j'ai fini et ça a été vraiment un plaisir. Toutes les interventions, toutes les
les pensées, j'ai pris des notes. En tout cas, ça a été très enrichissant pour moi. Je remercie nos chers panélistes et je les demande s'ils n'ont pas autre chose à augmenter. Oui, Ellie, bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Je vois, nous sommes déjà à la fin. Alors, j'avais un cri d'alarme dans le cadre d'atterrir, pour ne pas dire conclure mes propos. Je ne sais pas si vous le permettez, où il y aura l'espace pour la conclusion des intervenants. Oui, bien sûr. Vous le permettez? Oui, 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 oui. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais dire ceci à nos collègues qui sont là présents et peut-être d'autres personnes qui pourront suivre cet enregistrement par la suite. J'aimerais dire que l'écocide, c'est une affaire de tous. Ça ne concerne pas seulement les défenseurs du climat, ça ne concerne pas seulement les biologistes, ça ne concerne pas seulement les juristes, mais c'est une affaire de tous parce que ce sont nos vies qui sont en danger. Par ailleurs, loin de la reconnaissance interne, c'est-à-dire nationale et ou internationale, j'aimerais proposer une chose, parce que nous l'avons dit. Nous avons dit que c'est important que l'écocide soit reconnu au niveau international dans les statuts de Rome comme faisant partie, à côté des 4 crimes internationaux. Alors, je pense qu'il serait aussi important d'abord, au niveau interne des États, de reconnaître l'infraction d'écocide. Et nous pouvons même aller loin. Les États peuvent même aller loin et c'est là où je propose une réforme même au niveau interne, au niveau des juridictions, au niveau interne. On peut même songer à la création des juridictions spécialisées uniquement pour la question environnementale, uniquement pour la question de l'écocide. Ça va permettre une surveillance et un rapprochement, voire même ça va faciliter la procédure parce qu'au niveau de la CPI, il y a certaines procédures qui sont traitées avec légèreté et ça prend du temps. Mais si on songe de créer des juridictions au niveau interne, au niveau de chaque pays, ça peut faciliter la procédure lorsqu'il y a des États, des multinationales qui ont été impliqués dans la destruction des écosystèmes et ou même des personnes, des individus. Ça peut faciliter et aux personnes lésées de saisir la justice et ça serait vraiment intéressant. Voilà, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de intervenir dans ce webinaire. Merci beaucoup, madame, et bonne suite. Merci beaucoup, chère Ellie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté d'être panéliste et d'éclairer aux jeunes sur les questions d'écocide. Et je pense que Kalonji aussi a quelque chose à ajouter. C'était un réel plaisir d'échanger avec chacun de vous ici. Non seulement que je contribuais, mais aussi j'ai beaucoup appris de questions, j'ai appris de commentaires, j'ai appris des interventions. Et pour terminer, de ma part, je vous invite tout simplement à rester connectés avec nous et avec le mouvement Stop Écocide, mais aussi avec IJCD. Tous, nous sommes sur les réseaux sociaux et aussi sur Internet. Si vous tapez Stop Écocide sur Google, le lien Afrique ou global pourra apparaître et vous aurez accès à l'évolution de la campagne dans chaque pays à travers le monde. Et moi-même, je suis joignable sur tous les réseaux sociaux, Guillaume Kalonji, IJCD aussi, Initiative des jeunes pour le climat et le développement sur tous les réseaux sociaux. Un j'aime ou un partage d'un post, c'est une contribution dans ce que chacun fait de son côté pour
contribuer à la lutte contre les destructions de nos écosystèmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à IJCD pour l'organisation de ce webinaire. Nous serons ravis de vous avoir encore présent pour les prochaines dates. Merci beaucoup, Kalonji. Maintenant, c'est à Orly et on va finir par lui. Et moi, merci pour les experts qui nous ont parlé sur l'écocide. Je pense que nous tous nous sommes satisfaits par la compréhension et par d'autres contributions d'autres sur l'écocide. Moi, je vais finir je finis pour vous inviter. Je vous invite parce que c'est une série de webinaires. La prochaine, nous allons parler sur l'écocide, comment rejoindre ces mouvements du stop au écocide. Je pense que Guillaume Kalonji va intervenir sur ce point. Et si vous avez d'autres questions, vous allez aussi les poser. Et je vous invite encore de nous suivre sur nos pages. On est tous sur les réseaux sociaux. On vous invite à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je pense que j'étais la seule femme, malheureusement. Merci à tous. Mais ça fait rien quand même. On est tous. Et bon, c'est ici qu'on finit notre premier épisode de cette série de webinaires. Et à très bientôt. Bonne soirée à vous et que Dieu vous protège. Bye bye. Bye bye, merci vraiment. Merci. Bye bye.